Et c'est vrai que moi, je voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit je suis contre le racisme, c'est ridicule. En fait, ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit, en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme. Je suis pas allée plus loin dans ce que ça veut dire de ne pas être blanc dans ce monde. Dans ses cahiers de jeunesse, Simone de Beauvoir a dit « J'accepte la grande aventure d'être moi ». Alors qu'elle a 17 ans, Clémentine Sarlat ne le sait pas encore, mais elle embarque dans l'aventure de sa vie et part 1 an vivre dans une famille américaine à Minneapolis, aux États-Unis. Un nouveau système scolaire, une nouvelle manière de vivre, des traditions nouvelles au quotidien. Malgré son jeune âge, Clémentine vit tout à 300%. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, vous verrez que, outre une année pleine de découvertes en tout genre et d'aventures culturelles, Clémentine nous raconte comment cette année a profondément changé sa vie, près de 20 ans plus tard, en passant par son métier de journaliste sportive et de podcasteuse pour la matrescence, un podcast d'ailleurs dont le nom lui vient directement de sa sœur américaine. Et oui, sa sœur, car plus d'une décennie plus tard, sa famille d'accueil, la famille américaine qui a accueilli la Clémentine âgée de 17 ans, fait toujours partie de son quotidien. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Bienvenue sur French Expat, le podcast Clémentine Sarlat. Bonjour, comment ça va ? Ça va, merci beaucoup. Je suis ravie parce que c'est tellement ma passion, les États-Unis et l'année que j'ai vécue, que je suis très contente d'en parler en long et en large. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te représenter, peut-être me dire, je sais pas, quel âge tu as, dans quel coin de France tu vis, et ce que tu fais dans la vie ? Ok. Alors, j'ai 32 ans. Je vis à Bordeaux. Je suis journaliste à la base, journaliste à la télé. J'ai longtemps été sur France 2, France 3, où j'ai présenté des grandes émissions de sport, où j'ai interviewé les plus grands sportifs. Et j'ai aussi bossé pour TF1, beIN Sport, enfin voilà. Et puis, je suis partie de la télé, parce que c'est un monde un peu foufou. Si tu as des questions là-dessus, tu pourras me parler, parce que j'ai dénoncé le sexisme, j'ai un peu lancé le MeToo dans mon industrie, il y a quelques mois, par rapport au sexisme. Et ensuite, j'ai changé de vie et je suis devenue podcasteuse maintenant quasiment à temps plein. Et je suis aussi maman d'une petite fille et je suis enceinte de mon 2e enfant. D'accord, donc un quotidien plutôt chargé. Ouais, j'ai toujours eu. Quand j'écoutais donc ton interview dans Le Gratin, tu commençais en fait à effleurer un petit peu une période de ta vie que je ne connaissais pas du tout, qui était donc quand tu étais au lycée, tu es partie vivre aux États-Unis. Est-ce que c'est pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que c'est un rêve que tu as longtemps cultivé, en fait, de partir à l'étranger, ou comment est-ce que cette opportunité finalement est arrivée à toi ? Ah oui, c'est vraiment, je me souviens très précisément, j'avais 14 ans, j'étais en vacances à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées, et on était à l'hôtel et il y avait des flyers, dont un qui parlait de cette association qui s'appelle PIE France. Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration, donc je peux bien en parler. Et c'était pour promouvoir une année en high school quand t'es adolescent. Et là, j'ai bugué, j'ai lu tout ce que je pouvais. On était au début d'Internet, donc j'ai pris 10 minutes sur la ligne téléphonique de mes parents quand je suis rentrée de vacances pour regarder ce que c'était. Et j'ai saoulé mes parents de mes 14 ans à mes 16 ans quasi tous les jours pour leur demander de m'envoyer. Ça coûte cher, donc c'était un investissement, donc parce que c'est une année qui correspond, on va dire, à une année d'école de commerce, et financièrement. Et donc mes parents, ils pouvaient pas m'envoyer tout de suite, donc ils ont cherché financièrement des moyens. Et puis l'année de ma terminale, ils m'ont dit écoute, c'est bon, tu peux y aller. Donc j'ai rempli mon dossier et je suis partie
vivre 1 an aux États-Unis. Donc quand tu t'inscris, voilà, je suis exchange student, tu choisis une zone. Donc comme tout bon Français qui regarde les séries américaines, j'ai choisi la Californie. Et évidemment, comme tous les étudiants étrangers qui arrivent ne vont pas du tout en Californie, j'ai atterri dans le Minnesota, à Minneapolis. Je n'avais jamais entendu parler du Minnesota et de Minneapolis. Il faut se dire, on est en 2006, il n'y a pas les réseaux sociaux, Internet comme aujourd'hui. Donc, je suis allée sur Wikipédia, j'ai tapé Minneapolis et la première chose que j'ai vue, c'est il fait moins 40 l'hiver. Là, j'ai regardé mon père, j'ai dit... Oui, c'est ça, c'est des hivers assez violents. Assez violents, oui. Et moi, j'habite à Bordeaux, j'ai dit, comment ça, moins 40? C'était moins 40 quoi? Degrés? Ok. Donc c'était un sacré choc. Je suis partie avec des affaires de ski quand même. Alors que oui, j'étais obligée. Et ça a été, enfin voilà, j'ai concrétisé ce rêve, on va en parler, mais c'était merveilleux. Ça a changé ma vie. Ah, c'est génial. Bah, écoute, j'ai vraiment hâte de creuser tout ça. Mais alors, du coup, c'était un rêve des États-Unis ou c'était un rêve de peut-être partir un peu à l'aventure toute seule, sans les parents, quand tu étais au lycée? C'était quoi, en fait, l'origine, tu penses, de cette envie? Les deux, je suis très, très indépendante. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu tout faire toute seule. Mes parents m'ont beaucoup poussée, élevée dans ce sens-là. Et c'est vrai que juste de me dire, j'avais passé 1 an toute seule, pas du tout, parce que je vivais dans une famille américaine, hein, c'est le principe quand on est au lycée là-bas, mais loin de tout ce que je connaissais, ce vide, cette aventure, moi j'aurais pu y aller 2 ans avant, parce qu'on peut partir à 14 ans. Donc c'est pour ça que j'ai tanné mes parents de mes 14 ans à mes 17 ans, mais j'ai pu le faire que la dernière année. Et après, je rêvais des États-Unis. Alors là, complètement, j'étais dans un fantasme américain très loin de ce qui est la réalité des US en vrai, mais j'étais tellement... On communique un peu à la télé, quoi. Oui, voilà, j'étais tellement imprégnée culturellement parce que j'avais vu dans les séries, voilà, je regardais One Tree Hill tout le temps, enfin, j'avais les Beverly Hills, tu vois, ça, Brenda et Brandon, ils viennent de Minneapolis. Une vision tout à fait réelle des États-Unis. Voilà, que j'ai un peu vécu quand même, je te raconterai, mais quand même rien à voir, le choc culturel, il était quand même là, et je m'y attendais pas. Mais c'était les deux. J'ai ce truc d'aventure vraiment ancré en moi, je sais pas pourquoi. T'as beaucoup voyagé étant enfant? J'ai beaucoup voyagé étant enfant, oui, en colonie de vacances notamment. J'avais été aux États-Unis en colo, j'ai été un peu partout dans le monde en road trip, tu vois. Donc, d'accord. Donc oui, c'était normal pour moi. Tu disais, donc je recite le podcast dans lequel j'ai découvert cette expérience. Tu disais à Pauline en fait que tu avais toujours rêvé aussi d'être journaliste sportive. Est-ce que du coup tu penses que ça va avec, puisque finalement en tant que journaliste tu dois suivre aussi finalement ces championnats tout autour du monde et cette grande soif de découverte, ou peut-être que ça n'a rien à voir et que j'y connais rien? Alors dans le journalisme sportif français, on suit très peu les championnats américains. Enfin, c'est très spécifique. À la NBA, on fait pas trop de NFL. On va dire que la NBA, c'est le premier sport qu'on regarde, mais c'est vraiment confidentiel. Non, en revanche, je suis très sportive et la culture du sport aux US, elle m'a beaucoup marquée. Et notamment à travers l'éducation et au lycée. J'ai découvert qu'on pouvait aimer le sport et ne pas être traité de débile, en fait, comme ça peut être le cas malheureusement en France. Moi, j'ai toujours aimé le sport et là-bas, j'ai joué au hockey sur glace. Quand on était en quart de finale, ou je sais plus, tout le lycée n'avait pas cours. Enfin, on arrêtait la journée et on allait tous soutenir les équipes. Enfin, c'était la folie. Donc, c'est une autre dimension et le respect qu'ils ont pour le sport. De toute façon, on le ressent aujourd'hui et on s'en rend compte en France et on dénonce ça que le sport est très mal vu alors que c'est la base de tellement de choses, le sport. Et ça m'avait beaucoup marqué à 17 ans et je pense que je l'ai gardé en moi quand même. Pour finir justement dans cet aspect de préparation avant de partir, je voulais savoir justement comment est-ce que tu prépares ton arrivée. Enfin, tu vas partir 1 an, tu pars, je sais pas si c'est l'autre bout du monde, mais c'est quand même sacrément loin. T'es aussi avant les réseaux sociaux. Donc tu peux pas aller sur Instagram pour voir Minneapolis, ça ressemble à quoi, comment ça va se passer. Et puis est-ce qu'au lycée finalement ton anglais était déjà suffisamment bon pour pouvoir aller suivre des cours? Tu peux me parler un peu de ta préparation justement avant de partir, à part le manteau de ski? Alors oui, t'as raison, il n'y a pas du tout les réseaux sociaux, mais donc l'association PIE France est très bien faite parce qu'il y a un gros maillage sur l'Hexagone. Donc on rencontre d'abord
des représentants qui nous auditionnent parce que en fait, ils veulent vérifier que ce projet, c'est bien l'enfant, l'adolescent qui le porte et pas les parents, parce que on sait que c'est voué à l'échec si c'est les parents qui forcent. C'est tellement une aventure intense, c'est difficile. Donc, on fait des rendez-vous pour bien vérifier la motivation. Donc, autant dire, j'étais au taquet du taquet. Je pense au bout d'une minute, ils avaient dû comprendre que c'est bon, c'était moi qui voulais. Donc, après, on prépare tout un dossier en anglais pour se présenter, parce que ce dossier-là va être envoyé aux États-Unis sur leur plateforme américaine qui s'appelle ASSE, et c'est eux qui vont sélectionner nos dossiers pour les présenter aux familles qui veulent accueillir. Donc déjà, tu travailles bien ton dossier pour expliquer tout ça. Et ensuite, il y a un truc génial, c'est que sur le week-end de Pentecôte, on se retrouve tous à Paris. Donc, on est 100 et quelques à partir, on va dire qu'on doit être au moins 60 jeunes à partir aux US, et les autres vont partir, il y en a au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, donc un peu dans tout le monde entier, mais on est principalement, on part aux US. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec des gens avec qui je suis partie dans ma promo en 2007. Et d'ailleurs, maintenant, sur mon podcast, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire « Ah, mais moi, je suis la promo 2008, moi, je suis la promo 2005. » C'est trop drôle. J'ai rencontré des doulas qui ont fait ça. Enfin, bon, incroyable, le réseau. Et en même temps, ça fait 40 ans que ça existe, donc c'est normal. Et donc, sur ce week-end-là, par contre, ils nous préparent vachement parce qu'on rencontre des anciens participants, donc on peut poser plein de questions. On fait plein de jeux, de rôles. On essaye de comprendre un peu à ce qui va nous arriver là-bas. C'est hyper intéressant et efficace. Et donc ça m'avait beaucoup aidé. Et alors après, le truc qui est très drôle, c'est que donc normalement tu reçois ta convocation genre là maintenant vers début juillet, enfin début de l'été, pour partir fin août, parce que les écoles, les lycées américains, ils démarrent parfois mi-août. Et moi, ça arrivait pas. Normalement, tu reçois ta convocation, tu peux partir le lendemain, quoi. Donc je passe tout l'été en France. Bon, on arrive le 20 août, un truc comme ça, j'ai toujours rien. Donc, d'accord. Ouais. Et donc j'avais quand même fait mon visa, enfin j'avais tout, mais j'étais prête. Et puis, mais en fait, c'était la chance de ma vie. Et en fait, je reçois le 23 août le message de PIE qui me dit c'est bon, on a trouvé, tu pars à Minneapolis. Et là, bon, je savais même pas, franchement, je m'en foutais d'où je partais, je savais que je partais, mais on était le 23, je suis arrivée le 26 aux US, donc j'ai fait ma valise le jour même. Et c'est pour ça, il y avait Wikipédia quand même à l'époque, donc on a été avec mon père regarder Minneapolis, ok, bon. Mais je savais pas ce que j'allais faire, je m'en foutais en fait, c'était tellement pas ça l'important. Ouais. C'était juste que je parte, quoi. Parce que j'ai eu peur de pas partir, parce qu'il y a une date limite après à laquelle on part pas, et c'est comme ça, tant pis. Et en fait, la chance que j'ai eue, incroyable, c'est que, à l'inverse de tous les jeunes qui sont sélectionnés, normalement, donc c'est la famille qui te choisit et ensuite tu vas au lycée qui est sectorisé pour la famille. Et là, moi, c'est l'inverse. C'est un lycée américain qui m'a choisi, qui s'appelle Blake High School, et qui est un lycée privé, qui coûte $35 000 l'année, je précise, parce que j'ai eu le droit à une bourse. Ils offrent 2 bourses par an à 2 étudiants étrangers qui sélectionnent, et donc il y avait moi et une Jordanienne. Et ils m'ont offert quasiment $40 000 de bourse, puisque il y avait plein d'autres choses offertes après. Et là, j'ai débarqué dans un monde inconnu. Si tu veux payer $35 000 l'année au lycée, ce n'est pas du tout partie de mon quotidien. Pour le coup, les lycées privés, c'est peut-être plus ce qu'on voit à la télé aussi. Ah, alors par contre, j'ai vécu exactement l'expérience très riche de l'Amérique. Mais j'ai découvert un monde incroyable. Enfin, où voilà, les ados, ils arrivaient en Porsche, en Hummer, voilà. Mais donc, du coup, je débarque là-bas, je ne comprends rien. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que je suis temporairement dans une famille d'accueil parce que le lycée me veut, mais ne m'a pas trouvé encore de famille. Ah ouais, d'accord. Donc ça, je ne l'ai pas compris. Je suis partie là-bas, moi je croyais que j'allais dans la famille qui m'accueillait. Tu t'installes, quoi. Et en fait, pas du tout. Et c'est ma prof de français, donc Sylvana, qui est française, qui est au lycée, et j'ai une chance encore une fois incroyable, c'est que ça sera la seule personne avec qui je parlerai français de tout mon séjour, mais qui va tout m'expliquer en fait, qui va me faire comprendre que j'ai pas ma famille encore, il faut que je trouve une famille, et que donc voilà, donc heureusement, parce que tu me demandais mon niveau d'anglais, j'avais 16 de moyenne en France, je croyais, mais avec beaucoup d'arrogance, que j'étais très forte en anglais.
pas du tout. Je comprenais rien à ce qui se passait. Putain, c'était horrible. Mais franchement, ça m'a pris 3 mois. Mais bon, alors bon, les 3 premières semaines, il fallait que j'encaisse le fait que j'étais dans un lycée aussi riche. Donc, il me mettait un peu la pression parce qu'il voulait absolument que je vienne pas en vacances, en fait. Il me payait tout ça. C'était pour que je fasse... Enfin, c'est l'élite, hein. Moi, toutes mes copines, elles sont allées à Stanford, à Harvard. C'est vraiment l'élite américaine. Il fait partie des 10 lycées les plus performants aux US. Ouais. D'accord. Il y a vraiment parce que Minneapolis finalement est une ville très riche et où il y a beaucoup de sièges sociaux américains. Donc tu vois, il y a notamment dans la biotech. Alors voilà, il y a General Mills, il y a énormément American Express, il y a énormément de compagnies qui ont leur siège là-bas, donc des gens très importants qui y sont. Et je rappelle au passage que Minneapolis c'est la ville de Prince, hein, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, quelques gens quand même connus. Et bon, en ce moment, c'est malheureusement pas du tout une ville qui est connue pour quelque chose de positif et ça me fend le cœur. Mais bref, du coup, sur quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu beaucoup de pression. C'était très dur parce que je me suis dit, ok, donc là, faut pas que je me ramasse. Il faut absolument que je montre que je suis pas en vacances, ce qui n'était pas mon but, hein, mais j'avais pas compris qu'il y aurait autant d'attentes autour de moi. Et que c'était. Mais quel genre d'attente alors pour Bah tu vois, quand ils te donnent $35,000 de bourse, ils attendent à ce que tu sois. Enfin, moi je suis une très bonne élève, donc c'était pas un problème, mais ils savaient pas trop. Voilà, et j'ai découvert un système américain tellement génial. Autant l'ambiance au lycée était compliquée parce que tu donnes, il y a des élèves qui sont millionnaires à 16 ans, c'est insupportable. Donc il y avait vraiment des élèves insupportables et c'est particulier. Où je me suis dit mais l'argent c'est n'importe quoi en fait. Ça m'a vraiment remis en place par rapport à l'argent et ce que ça peut faire de très mauvais sur les ados. Et à côté de ça, c'est une éducation incroyable, mais incroyable. Tout est dans le positivisme, tout est dans le ok, t'as pas réussi, c'est pas grave, on réserve 1 heure sur le bloc d'après et avec le prof tu refais le test que t'as raté et on fait en sorte que tu comprennes. Non mais c'était des trucs, t'avais des heures on appelle ça les tutorials où tu ne pouvais pas échouer en fait et t'étais jamais considéré comme bête parce que tu savais pas. C'est fou. Et ce que j'ai découvert, c'est que donc tu vois en France là, et je pense que tous les expats peuvent se rendre compte de ça, mais en France le lycée ou en tout cas l'éducation en général, c'est le prof parle, il récite une leçon, tu recopies, t'apprends par cœur et tu te poses pas de questions. Ce qui est un vrai problème d'ailleurs dans la réflexion que peut avoir la jeunesse. Mais là, c'est tout l'inverse. Par exemple, on faisait un cours d'histoire sur la Révolution française. Ben, il y avait ceux qui avaient il y avait les rois de France d'un côté et il y avait ceux qui voulaient abolir la monarchie. Et donc chacun en cours on débattait pour avancer nos arguments. Mais c'était incroyable. Moi, je disais, mais jamais de ma vie. C'est hyper participatif, en fait. Ça t'aide un peu à développer ton esprit critique aussi. Incroyable. J'ai été obligée j'ai tellement de trucs à raconter sur cette année. Le lycée était incroyable. Non, mais le lycée était incroyable. Malheureusement, c'était pas toujours des élèves qui mesuraient la chance qu'ils avaient et qui avaient conscience de ça. Après, c'est de l'adolescence, c'est particulier. Mais ça m'a beaucoup perturbé quand même, cette relation qu'ils avaient à l'argent. Je te raconte juste une scène, mais on était à un match de hockey. Donc nous, on était un lycée privé très fort en hockey sur glace, et on affrontait un des lycées du coin qui est un lycée public. Et évidemment, on se fait chambrer sur le fait que, soi-disant, tu vois, le slogan, c'était ça chambre vraiment fort. Hein, c'est genre, de toute façon, c'est vos pères déjà bon. Beau machisme, qui ont acheté le championnat parce que vous êtes riches. Est-ce que mais bon, ça c'est rien. C'était le lycée public qui provoquait. Nous, je dis nous, mais moi j'ai évidemment pas fait ça. Est-ce qu'on fait les élèves de mon lycée? Ça me choquera à vie. Ils ont tous sorti $20 de leur poche, ils ont jeté sur la glace en disant de toute façon c'est très bien que c'est toi qui nous serviras à la pompe à essence dans quelques années. Oh la vache, oh l'horreur. C'est violent quoi. J'avais 17 ans, j'étais là quoi? Mais comment vous enfin, moi j'étais en lycée public toute ma vie. Même je pense que le privé en France a pas non plus. Non, je sais pas. C'est pas le même spectre, j'ai l'impression. Non, mais là, je te dis, il y a des gens que je connaissais qui étaient milliardaires, vraiment, qui ont une sécurité privée avec eux. Il y avait le petit-fils de Rockefeller. Enfin, bref, c'est un autre monde. D'accord. Mais c'est quand même des trucs où tu dis, ok, l'Amérique c'est chouette, mais là quand même il y a un petit souci. Et moi, le Minnesota, pour contextualiser pour les gens, c'est un État démocrate qui est un État du Nord, donc il y a très peu de violence à armes à feu. On n'est pas du tout dans les mêmes dispositions que les États du Sud. Tu vois, ils sont pas tant que ça contre l'avortement. Enfin, ils sont beaucoup plus progressistes, on va dire.
Donc, j'imagine même pas ça c'est un État progressiste et d'éducation, ce que ça fait là, commencer dans les États très conservateurs avec des gens très très riches. Donc, ça m'avait marqué. Du coup, ça me fait penser, donc tu t'en as touché, t'as évoqué le sujet un peu du bout des lèvres. Il y a quelques semaines, il y a plein de manifestations donc hyper importantes qui ont éclaté, qui ont pris leur origine en fait à Minneapolis, qui sont répandues à travers tout le pays. Donc suite à des violences policières contre la population noire américaine. Et je me demande du coup, je comprends bien que ton lycée, et corrige-moi si je me trompe, mais du coup n'était pas très diversifié. Non. Est-ce que tu as constaté toi une ville divisée, ou est-ce que peut-être que tu étais trop jeune pour t'en rendre compte? Non, alors en revanche, tu vois, c'est très particulier, mais donc la mort de George Floyd, c'était à Minneapolis, c'était violent pour moi et je pense que ça a participé à ma prise de conscience sur plein de choses. Mais donc dans mon lycée, il y avait une communauté noire. Il y a comme évidemment, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, mais il y a des gens noirs qui sont très riches, donc ça changeait rien. Mais en revanche, ce qui est assez incroyable, c'est que donc aux US, le premier sénateur au Congrès qui est noir musulman, Monsieur Ellison, est le père d'un de mes amis de Minneapolis, puisque c'est un sénateur de Minneapolis. Et Jeremiah aujourd'hui est conseiller municipal dans la ville de Minneapolis, et vous pouvez taper son nom parce qu'il s'appelle Jeremiah Bay Ellison, et il est très très impliqué dans les violences policières. C'est lui qui a demandé officiellement le démantèlement de la police de Minneapolis suite au le fameux defund de police. Voilà, exactement. Donc c'est lui qui a. Donc j'étais au lycée avec lui, c'est un de mes amis. Donc moi, à travers mon expérience, j'ai pas vu qu'il y avait de ségrégation ou de problématiques liées à la couleur de peau. Après, j'ai vécu dans une bulle de gens extrêmement riches qui n'ont pas de soucis, et ça n'a pas eu vraiment de résonance. En revanche, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en France, et aujourd'hui je me rends compte que c'était pas bien en fait ce que je faisais, mais j'adorais poser la question de tu viens d'où. Mais pas que forcément à des gens de couleur d'ailleurs, en général, parce que je trouve que c'est chouette de savoir. Et aux USA, je me souviens, un de mes amis qui s'appelait Blake, je lui ai posé la question, je dis mais toi t'es originaire d'où? Parce qu'il était noir. Et il m'a regardé interloqué, et il m'a dit Clem, tu sais très bien, on est des esclaves. Ça m'avait j'avais même pas la dimension américaine est très très particulière avec les noirs, forcément à cause de l'esclavage qui, c'est vrai, n'est pas forcément présente en France puisque c'est de la colonisation, mais c'est pas l'esclavage, donc on n'a pas ce même rapport. Il y a quand même une différence culturelle entre les deux, et ça m'avait marqué. J'avais tellement mal au cœur de me dire, je lui ai dit, je suis désolée. Je lui ai dit non, mais t'inquiète pas, il y a pas de problème. Et j'avais pas percuté. Donc bien sûr, on se rend pas compte. Donc oui, il y a 15 ans, j'avais pris conscience de ce que ça voulait dire d'être noir aux États-Unis. Peu importe que tu sois riche ou pas riche, position sociale, d'où tu viens. Et d'ailleurs, Michelle Obama, elle l'explique quand même très bien. Je voulais te demander justement, je sais que tu as passé toi énormément de temps, t'en parlais en tout cas sur les réseaux sociaux, à te documenter, à lire, à écouter justement sur les problèmes en fait d'inégalité et de racisme systémique qu'il y a aux États-Unis et dans le monde. Et lors du récent Blackout Tuesday, on est en juin donc ou en juillet au moment où on enregistre cet épisode, et j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être qu'en France, on a l'impression que c'est un problème américain. Et je me demandais en fait un peu qu'est-ce que t'en fais de tout ça, puisque t'as l'air d'être sérieusement penché, je dirais, sur la question. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a quand même un peu un mouvement de fond en fait qui est en train de s'enclencher en France, ou est-ce que c'est profondément un problème nord-américain? Je crois que malheureusement ma vision elle était biaisée, et je m'en suis rendu compte. Mais alors déjà il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Moi c'est Minneapolis, c'est ma ville. Franchement, c'est ce qui s'est passé, voilà, ça a choqué le monde entier, mais bon, pour moi ça avait une résonance très très particulière. Encore une fois, parce que je te dis, j'ai aussi des amis qui sont impliqués dans la vie politique américaine et de Minneapolis. Et du coup, sur mes profils, je suivais majoritairement des comptes américains, donc j'avais toujours vu qu'il y avait un vrai problème de racisme aux US.
Et peut-être j'ai fermé les yeux sur ce qui se passait en France, puisque aussi à travers les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce que je suivais comme compte. Et c'est tout ce qui s'est passé autour de la mort de George Floyd a déclenché énormément de prise de conscience chez mes amis à moi, américains, puisque c'est Minneapolis. Et donc, on a commencé à beaucoup échanger. J'ai lu beaucoup de choses qui mettaient en avant sur les contre-sources, aller chercher des infos. Donc, j'ai tout de suite pris la dimension de, OK, je suis blanche, je suis privilégiée, je vais m'informer parce que j'ai pas fait le taf. Et c'est vrai qu'en France, ce discours, il est pas tout à fait entendable. On n'a clairement pas la même construction autour de déjà aux US, tu sais aussi bien que moi, on parle de race. En France, on parle pas de race. On parle de couleur de peau. Ouais. Aux US, on peut cocher des cases. Ça m'avait vachement marqué quand je devais tout le temps cocher Caucasian alors que j'avais jamais mis ça. Donc déjà, il y a une différence là-dessus. C'est que je pense que déjà, il y a des mots autour des couleurs de peau, même si on parle de colorblind, qui sont quand même plus présents aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on parle plus facilement des hispaniques, des communautés, peu importe de l'Asie, puisque c'est un pays d'immigration. Et en France, on essaye de taire ça parce que forcément, on a un rapport avec la colonisation qui est particulier. Et c'est vrai que moi, je voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit je suis contre le racisme, c'est ridicule. J'en parle plus jamais après. Voilà, et puis c'est un manque de respect envers les gens qui en souffrent tous les jours, tu vois. En fait, ça m'a fait prendre une conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe. Et c'est des discussions profondes que j'ai avec mon conjoint et que parfois je m'agace parce que je vois qu'il comprend pas. Et ben, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit, en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme. Parce que mon mec, il me dit, mais je suis pas sexiste. Je lui dis, oui, t'as raison. Mais tu prends pas conscience de ce que ça veut dire d'être une femme. Tu vas pas plus loin. Et moi, j'ai fait un peu la même chose. Je suis pas allée plus loin. Dans ce que ça veut dire de ne pas être blanc dans ce monde. Et ça m'a fait beaucoup de peine aussi parce que mon entourage privé n'est pas blanc. Soit mes amis ont des enfants métissés, soit mes amis ne sont pas blanches. Et c'est comme si je leur avais manqué de respect quelque part parce que j'avais pas vu. Donc ça m'a fait une grosse remise en question que j'ai trouvée très forte et intéressante. Et c'est pas facile. Et les contes américains, ils expliquent tellement bien tout ce processus, je trouve. Enfin voilà, tu vois, avec le livre Dear White People, The White Fragility et tout ça. Du coup, j'ai lu. Et c'est vrai qu'en France, tu as raison. Quand du coup j'ai fait des posts, j'ai essayé de sensibiliser. Tu sais pas le nombre de remarques que je me prends, genre ah non mais ça va, n'importe quoi. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que être blanc, c'est pas un privilège par rapport à l'argent, c'est un privilège par rapport à je sors en dehors de chez moi, je sais pas mes papiers, je m'en fous. Et moi c'est vrai qu'à Minneapolis, je m'en suis rendu compte quand même. Bon, j'avais le statut d'étrangère, donc fallait que je fasse attention. Mais j'ai jamais eu de problème avec la police, j'ai jamais eu peur de la police. C'était pas et j'ai vécu 1 an aux US. Enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. Et je pense que j'aurais pas eu la même expérience si j'avais été une jeune étudiante noire, c'est clair et net. Et alors, justement, donc tout ça, ça a pris origine donc à Minneapolis. Tu disais que tu étais encore en contact très proche avec ta famille d'accueil de l'époque, que tu leur parles très régulièrement. Comment est-ce que tu as vécu justement ces événements traumatiques pour le pays à distance de cette seconde famille, et comment est-ce que eux et vous et toi en fait, est-ce que vous en avez discuté un peu, enfin comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Bah déjà parce que juste après la mort de George Floyd, il y a eu énormément de protestes, enfin, tu vois, j'ai le mot en anglais, riot, manifestation, et qu'il y a eu des dégâts dans la ville, tout ça. Donc je me renseignais, je leur posais la question. Faut savoir que ma famille est démocrate. Très très ouverte sur les questions d'égalité et très progressiste. C'est important parce que j'aurais pas eu les mêmes discussions si ma famille n'avait pas été comme ça. Donc pour moi, ils sont très européens en fait dans leur façon de voir. Tu vois, ils sont contre les armes, enfin voilà, et pro-avortement, pro-choice. Je sais que je peux avoir ces discussions librement avec eux et qu'ils vont m'apprendre. Parce que ils sont encore plus ouverts que moi évidemment puisqu'ils vivent la chose là-bas. Donc grâce à eux j'ai découvert plein de contes, ils m'ont recommandé des documentaires. Ma sœur américaine qui est blonde blanche, t'imagines même pas, on dirait une viking parce que ils descendent c'est des immigrés suédois et anglais.
elle a elle aussi pris conscience que son entourage était très blanc, et donc on en a beaucoup discuté avec une de mes meilleures amies qui a un business à Minneapolis, un truc qui marche très bien. Pareil, elle m'a dit je suis affligée envers moi-même d'avoir jamais pris en compte le fait que je n'engageais que des blancs. Donc c'était très sain en fait avec ma famille, et ils me font tellement grandir à chaque fois que je discute avec eux. Parce que il faut pas se mentir, pour moi, il y a beaucoup de défauts aux US. J'en suis consciente sur plein de points, mais ils ont quand même un temps d'avance sur la façon de discuter, de communiquer, sur les prises de conscience. Je sais, enfin, en tout cas, dans ma sphère à moi, il y a beaucoup moins de réticence que je pourrais en ressentir dans ma sphère professionnelle, par exemple, sur le sport, tout ça. Pas dans ma famille perso, c'est pas le cas, mais et tu sais, enfin, c'est drôle, je repense à ça. Donc, je suis issue d'une famille de pieds noirs. Je suis la première génération à ne pas être née en Algérie. Donc, depuis 1830, ma famille était à Sétif, donc il y a un bastion en Algérie où il y a eu des massacres à Sétif. Et sur un cours d'histoire, quand j'étais au lycée aux États-Unis en 2006 avec un prof extraordinaire, on a parlé de toute la guerre d'Algérie. Et j'ai découvert qu'il y avait eu des massacres à Sétif pendant que ma famille y était, et que mon grand-père est militaire, et que c'est des militaires qui ont massacré des Algériens. Et je te jure que ce jour-là, j'ai pris une claque, mais énorme, parce que jamais dans mon lycée on m'avait parlé de ça. On nous parle de la colonisation comme on a envie en France, hein. Et j'ai découvert une partie de mon histoire familiale aux États-Unis en partant au bout du monde. Parce que en fait, les militaires américains s'entraînent sur la base de ce qu'ont fait les militaires français en Algérie quand ils vont en Afghanistan, en Irak, tout ça. Donc il y a des films autour de ce qui s'est passé au massacre de Sétif, et j'ai dû appeler mes parents en pleurs en disant est-ce que papy il a massacré des Algériens en fait. Et en fait non, mon grand-père il n'a pas fait partie de ce massacre-là, mais j'ai compris plein de choses de mon histoire. Ma grand-mère est très raciste, elle est pieds noirs, parce que elle a vu son frère se faire massacrer là-bas. Enfin, bref. En fait, c'est juste pour te dire que là-bas, les histoires quand même autour de ça, ils cachent peut-être la leur, mais ils en parlent d'autres. Enfin, voilà, c'est que des puzzles qui s'imbriquent, mais en tout cas, dans le lycée où j'étais, ils se cachaient pas des mauvais côtés de l'histoire de chaque pays, en tout cas. Ouais, c'est super. Mais c'est vrai que de manière générale aussi, peut-être de partir à l'étranger, ça permet. Moi, c'était un peu une grande découverte. Je suis partie pas très longtemps après toi en termes d'âge. J'avais à peine 20 ans, et ça te permet en fait de prendre un angle complètement différent en fait sur quelque chose que tu pensais connaître en fait, et ça te donne une lecture complètement différente de choses qu'on remet pas forcément. Enfin, en tout cas, je pense pas moi que je les aurais remises en question si j'étais restée en France, et ça fait du bien et ça ouvre vraiment l'esprit, quoi. Non, je suis d'accord, et c'est pour ça que je le répète et je le répéterai toute ma vie. Cette année aux États-Unis a changé ma vie, mais sur tellement d'aspects de ma vie qui sont improbables. Jusqu'à la maternité, c'est juste fou l'impact que cette année, qui paraît peut-être un peu futile à certaines personnes de l'éducation nationale qui voient pas la richesse que ça peut être pour un élève, mais je ne peux que recommander aux gens de s'éloigner une année au moins, juste pour voir ce que ça fait, comme tu dis, pour prendre un autre point de vue, avoir une autre lecture sur sa vie même. C'est clair, je partage complètement complètement ton conseil. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur ton année à proprement parler. Tu me disais donc que tu as eu quand même un gros choc culturel aussi en arrivant. Je serais intéressée en fait que tu nous en parles un petit peu, et puis peut-être que tu nous développes les différences que tu as peut-être observées, et puis peut-être aussi les bonnes surprises, quoi. Tu as l'air d'en avoir eu beaucoup. C'est dans les extrêmes. Tu connais les États-Unis quand même, sur ce cliché qu'on a sur les extrêmes, c'est vrai. Alors déjà, le premier truc incroyable, donc, c'est que je te disais, j'avais pas de famille, donc j'étais en famille temporaire, qui était une famille un peu particulière, et je m'inscris au soccer pour les filles, parce que là-bas c'est le sport pour les nanas, et donc je commence à jouer, je rencontre une copine dans l'équipe qui a 1 an de moins que moi, Cody, et je lui explique que je suis en galère, j'ai pas de famille et tout. Elle me dit mais viens chez moi, viens vivre avec moi, mes parents, je suis sûre que ils voudraient bien. Mon beau-père, ses parents étaient divorcés, mon beau-père
Dave, il parle trop bien français, il adore la France, il est fan du Tour de France, je suis sûre que ça va lui dire. Et moi, je dis, bah ok, vas-y, je la connaissais quasi pas, hein, ça faisait 1 heure qu'on se parlait. Et je me suis dit, on s'en fout, on y va. Et donc, le lendemain, j'atterris chez elle, dans sa famille, qui est une famille extraordinaire. Et sauf que Cody, donc c'est ma sœur américaine, j'ai elle et 2 frères américains plus grands, donc j'étais un peu au milieu, quoi. Cody, il a 20 ans moins que moi. Cody, elle est très impulsive et elle était un peu dans une phase de pour y gâter, c'est-à-dire je veux quelque chose, je l'ai et après ça me saoule. Sauf que moi je suis un être humain, donc c'était un peu compliqué. Puisqu'au bout de quelques semaines, ça l'a un peu saoulé en fait, parce qu'il fallait m'amener au lycée, fallait m'intégrer dans la vie. Prenez la place, quoi. Ouais, voilà, fallait vivre avec moi. Et j'en parle très librement parce que c'est un amour et que je lui parle tous les jours quasiment. Donc voilà, on était ados. Et qu'on a partagé des choses extraordinaires et que j'ai une petite sœur à moi ici en France, mais elle est aussi ma sœur, tu vois. Et donc bon, déjà, tu vois, dans la culture, c'est-à-dire que ma mère est comme ça, elle accueille ma mère à moi, elle est très accueillante envers les gens, mais mon père pas du tout, par exemple. Et aux US, quand même, ils ont cette culture de l'accueil qui est très forte. Et qui est quand même tellement agréable. Et alors, on appelle ça le Minnesota Nice parce que les gens du Minnesota sont des gens très très accueillants, agréables, et c'est une réalité. Ils ont une chaleur qui est incroyable. Ah, c'est marrant parce que le cliché c'est la chaleur du sud, en fait, justement. Les gens du sud des États-Unis qui sont très accueillants, mais non, le Minnesota particulièrement, c'est un vrai État. Ouais, c'est un super État. Et donc je débarque dans cette famille qui est millionnaire. Mais genre millionnaire, je crois que je paye même pas non plus. Je crois qu'il paye genre $10,000 de facture de chauffage par mois, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est une maison qui fait 1000 mètres carrés avec un jacuzzi qui déborde sur la piscine. On est au bord des lacs du Minnesota. Enfin bon, là je fais ok, bon mon année ça va être incroyable et ça va être trop facile. De débarquer au Club Med, quoi. En fait. Voilà, alors que non, pas du tout. C'est une façade puisque tu vois par exemple sur la culture c'est encore tout très lié à l'argent quand même, hein, mais voilà, Cody, elle avait 16 ans, elle avait sa propre voiture qui coûtait $30,000. Ses parents lui donnaient 300 balles d'argent de poche par semaine, hein, et elle avait le droit d'utiliser la carte de crédit de ses parents à volonté. Enfin bon, on était dans un monde. Mes copines, elles allaient se faire des UV tous les jours. Moi, je vivais pas du tout comme ça, quoi. J'avais jamais mangé chinois de ma vie ni japonais. Là-bas, on commandait tous les jours. Voilà. Mais c'était que des trucs très bizarres et subtils, mais que je me disais, mais ok, c'est fou leur vie. C'est vachement différent. Ouais, c'est clair. Mais c'était pas ma vie d'ado à moi, tu vois. Et à côté de ça, moi, je sortais dans les bars, en boîte. Là-bas, t'as pas le droit. Sur les fêtes américaines. Ah non, mais je me suis retrouvée dans des situations, dans des soirées américaines, déjà je trouvais ridicule parce qu'ils se gavent, ils boivent comme des malades puisqu'ils n'ont pas le droit. Donc ils font n'importe quoi, ils savent pas boire. Ah bah non, mais c'est ridicule, ils ont 16 ans, c'est envie. Enfin, moi je l'ai regardé. Alors moi, déjà je bois pas trop de base, mais là je ne buvais pas parce que si je me faisais choper, je rentrais en France, donc concrètement, j'avais pas envie. Que pour ceux qui savent pas, c'est illégal en dessous c'est à moins de 21 ans. Et alors, pour les étudiants étrangers, y a pas on rigole pas, hein, et donc, donc, j'avais même pas le droit d'être à une soirée où il y avait de l'alcool, même si j'en buvais pas. Et je me suis retrouvée à une soirée. Ils s'en foutent que t'aies bu ou pas. Ouais. Et donc, je me retrouvais à une soirée où le grand jeu, c'est comme on vient tous en voiture et que c'est une personne par voiture, t'as vite 50 voitures qui sont dans le quartier. Donc, tu vois, les voisins, ils comprennent vite qu'il y a Donc, le but, c'est de d'éparpiller les voitures. Et là, la nana qui avait organisé cette soirée, ses parents, ils étaient à l'étranger. Enfin, bon, le cliché, Enfin, je sais pas si vous avez vu des films américains où c'est vraiment l'élite. C'était ça, là. Donc, la soirée est dans une baraque incroyable. Et là, on nous dit, il y a les flics, dépêchez-vous, il y a les flics. Et là, je dis, ah non, j'ai pas bu, mais je peux pas me faire Donc, je me retrouve à me cacher dans les buissons, dans les jardins, quand même. Donc, c'est vraiment le truc que tu vois dans les soirées où tout le monde court, hein. Ça m'est arrivé. Et là, la grande solitude, hein. Donc, tu restes dans les buissons cachés. Il y a les flics jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Qui mettent les lampes partout, qui essayent de te chercher. Je me suis pas fait choper, heureusement. Je serais rentrée chez moi, je pense, sinon. Mais alors, c'était vraiment un truc, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Et je crois que je venais d'avoir 18 ans. Donc, en plus, en France, j'étais majeure. Enfin, c'était ridicule. Alors ça, tu vois, ce choc culturel de rapport à l'alcool et au fait qu'il y avait des couvre-feux. Dans le Minnesota, il y a un couvre-feu. Si t'es mineur, à minuit, tu dois être chez toi. Et je disais, mais d'accord.
quoi ça? Je viens du pays des libertés, madame. Exact. Donc ça, tu vois, enfin, c'est des petits trucs culturels, mais qui quand même sont. Et puis après, cette culture très positive pour moi, qui m'a marqué la vie et qui a changé ma vie, c'est ce positivisme, mais pas. Moi, j'ai pas trouvé à outrance dans ma sphère privée avec ma famille. C'était par exemple tous les soirs, on rentrait du lycée et on s'asseyait pour dîner ensemble. Donc déjà, c'était cool, on dînait tous ensemble, tu vois. Ça changeait apparemment parce que tout le monde fait pas ça. Et on devait dire ce qu'on avait aimé dans notre journée, ce qu'on n'avait pas aimé, et expliquer tout le monde, le père, mère, voilà. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que ça engageait un discours mais génial. On pouvait parler de tout, il n'y avait pas de tabou. Alors, il y avait un peu de tabou autour de l'alcool pour une partie de ma famille parce qu'il y avait des gens qui font partie des alcooliques anonymes, enfin, qui étaient sobres, et moi, je comprenais pas du tout cette dimension. Ça n'existe pas dans ma famille. L'alcoolisme, j'y avais jamais été confrontée. Donc, bon, c'était bizarre. Mais c'était vraiment, et donc c'est une famille recomposée qui vit ensemble. Donc, tu vois, ma sœur américaine, je vivais avec sa mère. J'ai vécu 5 mois avec sa mère et après, j'ai vécu 5 mois avec son père. Donc, j'ai vécu avec tout le monde dans la famille. Et c'est des gens, mais extra. Enfin, donc quand j'explique aux gens qui est ma famille, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de ramifications. Mais c'est ce qui a fait la richesse de mon expérience. Ah oui, c'est une vraie famille. Et tu vois, mon père américain, il est producteur de musique. Il a vendu le concept des CD de musique relaxante il y a 25 ans à Target. Il est devenu millionnaire comme ça. Enfin, et maintenant, je ne saurais pas te dire de quoi. Enfin, c'est quoi son taf. Mon beau-père américain, il est boulanger, mais genre boulanger, il a des boulangeries incroyables dans le Minnesota, qui sont des boulangeries cachères. Et il adore la France parce qu'il va tout le temps en France tester des pains et tout. Enfin, c'était fou. C'était génial. Et puis c'est dingue que tu parles d'eux. Voilà, c'est mon père américain, mon beau-père américain, mon frère américain. Enfin, c'est véritablement ta famille, quoi. C'est pas la famille dans laquelle je suis partie pendant un an, c'est ma famille américaine. Et franchement, j'ai encore une de mes meilleures copines aujourd'hui, Lucie, qui vit à Bordeaux maintenant, qui était la même année que moi, elle, dans le sud des États-Unis. On a ce même rapport à nos familles. C'est des gens avec qui on a partagé notre vie adolescente en plus, donc c'est une période particulière, qui se sont occupés de nous comme de leurs enfants, qui nous ont construit, moi, qui m'ont construit, qui m'ont ouvert. Et je pense qu'ils se rendront jamais compte l'impact qu'ils ont eu sur moi et qui ils peuvent être pour moi. Enfin, moi, j'y retourne tous les ans aux États-Unis. Et là, ça fait 2 ans. Je devais y aller là, tu vois. Je devrais y être. Parce que c'est les 40 ans de ma sœur américaine, mais de ma belle-sœur américaine, c'est la femme de mon frère. Et à cause du Covid, je peux pas, mais ça fait trop long, là. Tu vois, 2 ans, pour moi, c'est beaucoup trop long. Ah, waouh, c'est dingue. Ah ouais, c'est vraiment, je rentre voir ma famille, quoi. D'accord. Ah oui. Mais c'est chouette. C'est vrai que j'avoue que je soupçonnais pas du tout ça, des échanges, ouais. Dis-moi une question un peu plus légère, une question qui me brûle les lèvres. Tu as parlé un peu, voilà, du système américain, du lycée américain. T'as été un peu comme dans les films. Dis-moi, est-ce que t'as été au prom? Bien sûr, évidemment. Ah, le fameux bal de fin d'année. Est-ce que t'as des photos ultra kitsch, toi aussi, du prom? Tu pourras aller voir, j'en ai posté sur mon compte. Mais attends, le pire, c'est qu'il y a le prom, mais moi, je savais pas, il y a plein d'autres balles, en fait. Il y a le bal, le homecoming ball, donc c'est le bal de la rentrée. Donc ça, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, on élit une reine et un roi, ok, très bien. Et il y a un mec qui m'a fait sa demande en plein cours pour que j'aille avec lui. C'était un pote, il était trop cool, hein, mais j'étais là, mais c'est quoi ça? Ok. Oui, mais bien sûr que avec toi. J'avais oublié sa fleur. Enfin, bref. Donc j'ai eu plusieurs balles et donc oui, prom, c'était cliché. Je pourrais pas dire c'était incroyable parce que c'était trop cliché. On est parti en Hummer géant limousine. On a fait des photos sur ah bah là, c'était le prom. T'imagines, sur des lycées qui coûtent $35 000 de l'année, il y a un investissement conséquent sur le prom. Là, j'ai mis une robe bleue BCG, Max Mariage, pas quoi, la femme. Mais je la reporterai, je pense que je l'ai plus, cette robe, mais. Donc oui, je suis allée au prom, avec une des stars du lycée, tu vois.
Ah Je suis en train de ouais, me quand dire. même. Mais si, j'ai fait tout ça. La vie sociale du lycée, elle est incroyablement riche. Mais on aurait tout à gagner à faire ça en France. Hein. C'est tous les mardis, mercredis, on se réunit dans pour symposium dans l'auditorium. Donc tout le lycée, on fait des sketchs, on parle de ce qui va se passer pour la vie du lycée, on fait nos speeches parce que tous les terminales devaient faire un speech pour pouvoir avoir leur diplôme que j'ai fait, Ah mais ouais. que j'ai demandé à faire la dernière parce que je voulais que mon accent soit le mieux. Et j'avais parlé du droit des femmes, tu vois, déjà à l'époque. Je l'ai retrouvé, c'est ça. Génial. J'avais 18 ans. Mais non, prom, c'était... Non, mais c'était dans le cliché. Et attends, je crois que je me souviens, mais je pense que c'était donc prom plus... comme c'était notre graduation, donc le moment où on reçoit nos diplômes, ils avaient derrière toute une nuit et journée organisée pour nous avec des trucs improbables. Où on nous dit pas où on va après prom, on se retrouve dans une autre soirée où tous les parents, ils ont préparé pour leurs enfants des photos, retracer tous leurs années de lycée, enfin, des mannequins à notre effigie avec nos vêtements. Et en fait, moi, ma famille, ils avaient fait ça pour moi. J'étais là, mais incroyable. C'était exubérant. C'était, je sais pas. Je suis contente de l'avoir vécu, tu vois, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Bon, et alors, comment est-ce qu'on se fait des amis là-bas? On dit souvent que c'est compliqué de connecter de manière un peu profonde avec les Américains. T'as l'air d'avoir quand même noué des amitiés hyper fortes, puisque 15 ans plus tard, t'es toujours en contact avec eux. Alors, j'ai compris avec ta famille, mais sinon avec les autres élèves en fait du lycée. Comment ça s'est passé? Alors, au départ, j'étais l'attraction. Hein. J'étais la jeune française. Donc, autant dire, bon, on a des clichés sur les Américains. Ils ont beaucoup de clichés sur nous. Donc, j'étais la curiosité, quoi. Tout le monde me regardait. Tout le monde venait me parler. Je comprenais rien. J'étais tellement fatiguée. C'était dur. Et puis, bon, ça s'est estompé, évidemment, au fur et à mesure. Mais donc on a des classrooms au lycée. Donc tous les matins, avant de commencer le lycée, on doit se retrouver dans notre classroom avec notre prof référent. Donc on a le lycée aux US, ça marche pas par. On a une classe de terminale qui fait tous les cours en même temps. C'est en fonction des options qu'on a. Mais ça, cette classe. Voilà, ouais. Donc là, c'est exactement cette classroom fait on est une dizaine d'élèves avec notre prof référent et tous les jours on se retrouve, tous les jours on discute et on parle de ce qui va pas. Mon prof référent, il était trop chouette. C'était un prof d'espagnol mexicain. C'était mon prof de foot. Tu vois, il était trop cool. Et dans ma classe de ce classroom là, il y avait une fille qui s'appelle Léa qui est franco-américaine et sa mère c'était la prof de français, son père était américain. Et du coup, c'était génial parce que Léa, elle avait très peu la culture française et donc elle me posait beaucoup de questions parce qu'elle avait vécu, je crois, qu'une année en France. Et quand je comprenais rien, je pouvais aller la voir et je lui parlais très peu français, mais quand même, je lui posais des questions et elle me répondait souvent en anglais parce qu'elle parlait mieux anglais que français. Et au fur et à mesure de l'année, c'est toujours une de mes super amies qui vit à San Francisco et qui devait se marier cet été d'ailleurs en France, la pauvre, et qui boit pas. Et du coup, c'était génial parce qu'on avait notre langage secret en fait. Quand j'en pouvais plus de certains trucs, je venais la voir, je parlais en français, personne comprenait et on pouvait discuter tranquille. Mais on a vraiment beaucoup toujours parlé anglais et ça m'a vraiment aidé parce qu'elle m'a expliqué plein de choses de la culture que je comprenais pas en fait. Et comme elle avait cette double identité, c'était beaucoup plus facile pour moi. Je m'y retrouvais bien. Et après, une autre de mes meilleures amies américaines, Laura, elle venait d'un lycée public avant et ses parents l'avaient inscrite dans ce lycée pour qu'elle ait les meilleures chances de réussir pour aller à l'université. Et du coup, on avait beaucoup de choses en commun par rapport à l'éducation, au rapport à l'argent, à la bienveillance, alors que tu vois, c'est la typique blonde américaine trop belle, mais elle n'était pas du tout comme les clichés qu'on peut se faire des Américains, aux Américaines en tout cas. Donc elle, c'est parce que je me suis retrouvée en classe d'espagnol, je crois, avec elle, et on a commencé à discuter comme ça, puis elle était toute gentille, ça a tout de suite matché, quoi. Et elle m'a beaucoup aidée dans ma vie aussi professionnelle, parce que c'est une entrepreneuse géniale. Je t'en ai parlé d'ailleurs juste avant qui avait un business dans le Minnesota. Et du coup, voilà, c'est quand même ces deux personnes-là, ça fait pas beaucoup, mais c'est toujours suffisant, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et puis, mine de rien, je suis retournée tous les ans aux États-Unis, donc tous les ans, j'allais revoir mes potes, il y a eu des soirées. Et puis, je suis arrivée à l'ère des réseaux sociaux, donc on se suit toujours, on se connaît encore, on commente nos vies. Peut-être que ce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, c'est clair que j'aurais pas gardé contact avec certains, mais ces deux personnes-là m'ont tellement aidée
m'ont tellement pris sous leur aile sans condescendance. Parce qu'il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de condescendance, genre j'étais la petite européenne qui comprenait rien et c'était insupportable. Ah ouais, J'étais leur jouet, j'étais leur quoi. Ouais, alors ça j'étais plus âgée qu'eux, ça me saoulait. Enfin, ok, je parlais moins bien anglais qu'eux, mais voilà, j'avais un cerveau, quoi. Et il y en a, ça, ils avaient pas très bien compris. Pour ça, ils ont un petit peu des clichés sur les Européens aussi, en général, puisque j'étais pas française, j'étais européenne pour eux. Donc c'était particulier. Mais heureusement, c'est vrai que c'est pas facile, t'as raison, parce que comme tu changes tout le temps de classe, tu changes tout le temps d'élèves, tu peux vite être perdu, quoi, face à ça. Mais je suis quelqu'un de sociable, donc c'était pas trop un problème. Minneapolis, tu le disais, tu connaissais pas la ville avant d'arriver. Minneapolis, c'est pas non plus la ville forcément la plus sexy. Ça souffre un peu de ne pas justement être la ville la plus sexy des États-Unis, comme d'autres villes. Buffalo, moi, où j'ai vécu, où je suis arrivée au début de mes années aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de cette ville ou de la région du Minnesota? Comment est-ce que tu ferais envie à des gens qui ne connaissent pas cette région d'aller la découvrir? C'est dangereux ce que tu fais, hein, parce que je peux parler 1 heure du Minnesota, tellement c'est incroyable. Alors déjà, c'est l'état des 10 000 lacs. Donc tous les clichés de la beauté du paysage américain sur les lacs, c'est le Minnesota. C'est incroyablement beau. Sur la plaque, non? Sur la plaque d'immatriculation? Si, t'as les lacs. Mais c'est magnifique. C'est un état qui est vraiment magnifique. Et Minneapolis, et donc les Twin Cities, c'est Minneapolis et Saint-Paul, est une ville extraordinairement dynamique au niveau de l'art, au niveau de la culture. Jean Nouvel, qui est un grand architecte français, il a fait plein de bâtiments à Minneapolis, improbable. Voilà, et il en a fait à Minneapolis. C'est une ville qui a une richesse, qui est pas du tout, je trouve, dans le cliché des villes mortes américaines. Au contraire, qui a un vrai artisanat. Il se passe plein de choses. Mon père américain, il a 2 restaurants au bord du Mississippi. Donc le Mississippi part du Minnesota pour aller vers Orléans, hein, mais donc il est gelé l'hiver, c'est assez fou. Et donc il a 2 restaurants sur une promenade le long du Mississippi. On dirait l'Europe. Je te jure comment c'est fait. C'est piéton. Il y a des pavés, il y a des lumières partout. Enfin, c'est magnifique. Et ils ont quand même cette culture de vivre dehors alors qu'il fait moins 40 l'hiver. Parce que comme il fait très 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 froid l'hiver et que tout le monde est cloîtré pendant plusieurs mois, qu'il y a beaucoup de neige, à partir du moment, donc vers avril, où le soleil revient, donc c'est un climat tempéré, il fait 35 degrés l'été, mais les gens, ils revivent. Et moi, au début, je comprenais pas. Je voyais des gens en tongs quand il faisait 10 degrés. Et en fait, je suis devenue quand même, parce qu'on a une tolérance à la température qui est plus du tout la même une fois qu'on a vécu ça. Et c'est un état qui est beau parce que la nature, elle est belle, en fait. Et le fait de vivre autour des lacs, moi, j'en rêve. Hein. Je peux te dire que s'il y avait des lacs... Et la première fois que j'ai emmené donc mon mec n'avait jamais été aux États-Unis de sa vie avant de me rencontrer. Donc, je lui dis, par contre, là, on va tout de suite dans le Minnesota. Donc, il a atterri pour la première fois de sa vie à Minneapolis. Il savait pas ce que c'était. Et il a trouvé ça incroyable parce que la vie là-bas est d'une douceur. Tout le monde fait du sport. Tout le monde est dehors autour des lacs. Tout le monde... Moi, j'allais marcher tous les jours 1 heure autour du lac. Tous les jours. Et il y avait 40 lacs autour de chez moi. Et tu peux aller faire du patin à glace quand c'est l'hiver. Enfin, franchement, et alors l'attraction de Minneapolis, c'est le Mall of America. Donc Mall of America, voilà, c'est le plus grand centre commercial fermé des États-Unis. Donc il y a des gens du monde entier qui viennent. Il y a un parc d'attractions à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable. Hein, tu peux prendre 2 jours pour y aller. À chaque fois que j'y viens avec mon père, ma mère de France ou ma sœur, c'est le passage obligé et ça donne le tournis. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à y aller au Mall of America parce que je suis fatiguée de cette surconsommation. Mais c'est une des attractions touristiques du Minnesota. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas parce qu'il n'y a pas de taxes dans le Minnesota sur les vêtements. Ah, donc les gens viennent faire du shopping. D'accord. Voilà, on vient faire du shopping. Donc ça, c'est une des attractions, mais je ne recommanderais pas du tout le Minnesota pour ça, vraiment. C'est pas du tout le but, quoi. Et il y a les grands lacs, voilà, qui, en gros, le lac que vous voyez à Chicago, il vient à Duluth, sur le Minnesota. J'aimerais bien revenir justement sur ce que tu dis sur le rapport à la nature. Je trouve que, enfin, je sais pas si toi c'était pareil, mais moi, avant de venir aux États-Unis, j'étais très excitée à l'idée de découvrir les États-Unis. Mais tu sais, on a quand même ce cliché de la surconsommation, les grands pollueurs, et tu t'attends pas du tout, enfin moi en tout cas je m'attendais pas du tout à ces 6 grands espaces hors parcs nationaux en fait, à quel point en fait
c'est vert les États-Unis. Ça peut paraître complètement débile ce que je dis, mais je trouve que tu as accès quand même à la nature, que ce soit les lacs, les forêts. Moi, je suis du côté de Boston, ça pullule aussi par ici. Et je sais pas si toi, t'avais cette idée un peu préconçue avant d'y arriver, ou finalement tu pas du tout surprise. Je l'ai peut-être eu, un petit peu, mais je me rendais pas compte, par exemple, un État qui a 10 000 lacs, ce que ça veut dire, parce que c'est beaucoup de forêts, tout ça. Donc ça, c'est vrai que ça m'a émerveillée. Et je sais très bien que dans ma vie, quand je me sens pas bien, j'ai envie d'aller dans le Minnesota, j'ai envie d'aller à Minneapolis, parce que il y a cette nature qui fait du bien, parce que tous les jours, même quand il fait moins 20 degrés, bah, je vais marcher 1 heure autour du lac, bien habillée, parce que c'est du froid sec. C'est pas du tout le même froid qu'à Paris, par exemple, on peut pas gérer moins 20, mais là-bas, on peut. Et ça me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours ici, même si j'habite à Bordeaux, qu'il y a la forêt des Landes, tout ça. Mais là-bas, c'est vraiment, tu sors de chez toi, tu fais, bon, le problème, tu prends des fois un peu trop la voiture, mais tu peux le faire à vélo l'été sans problème. Bah, t'as un lac juste à côté et tu peux aller marcher, tu peux aller respirer. Mais c'est tellement beau. Franchement, c'est des paysages qu'on voit dans les films, mais quand on les voit en vrai, moi, je trouve, t'as raison, ça, c'est juste, waouh. J'adore arriver à Minneapolis en avion et voir en vue aérienne tous les lacs. Je trouve ça trop beau, quoi. Et la skyline de Minneapolis, je la trouve trop belle. Bon, après, je suis pas du tout objective, hein, je sais. Mais tous les gens que j'ai amenés dans le Minnesota, qui ne seraient jamais allés dans le Minnesota, évidemment, si c'était pas pour moi, ont adoré. Mais, et aussi ont adoré parce qu'on vit la vie américaine quand on y va. Tu vois, on vit avec des Américains. Je pense que ça joue beaucoup que quand tu fais le tourisme. Mais bon, quand tu vas à Minneapolis, t'es un peu obligé parce que c'est pas, c'est pas San Francisco. Ouais. Bah oui, c'est pas New York, c'est pas, voilà. À toi, et tu voulais de t'immerger dans la culture locale peut-être un peu plus rapidement. À la fin de cette année scolaire, tu retournes en France. On parle souvent de décalage lors de notre retour en France, et je suis persuadée d'ailleurs que c'est vrai, peu importe l'âge. Comment ça s'est passé, le retour à la maison? Du coup, si j'ai bien compris, tu as fait ta terminale aux US. Est-ce que tu as dû en refaire une deuxième, ou tu avais une équivalence et tu as pu partir directement sur la fac? Tu es obligé de toute façon de passer, tu n'as pas d'équivalence. Donc j'avais déjà eu mon bac en fait. Donc j'étais partie, j'avais eu mon bac. C'était une année ma deuxième. Voilà, c'était ma deuxième terminale. Bon, déjà, j'avais pris 12 kilos, hein, donc le choc, il était pour les gens qui m'ont vu à revenir. Et c'est très. Alors, la moyenne, quand on part, hein, je préviens les gens, si un jour vous partez, bah, c'est 10 kilos. Hein, donc voilà, c'est le tarif. En fait, ça a été aussi l'année la plus dure de ma vie. Je suis très honnête avec ça. C'est l'année la plus difficile, parce que ça a remué beaucoup de choses en moi, parce que j'étais ado, parce que j'ai découvert des choses qui me plaisaient pas dans ma famille personnellement, en vivant dans une autre famille. Je me suis dit, mais attends, là, il y a des choses, ça va pas du tout dans ma famille, en fait. Je vois comment eux, ils font aux US, notamment un peu avec mon père, parfois, c'était très compliqué, quoi. Donc ça m'a fait grandir d'un coup. Forcément, ce rapport, tu vois, avec l'argent m'étouffait au bout d'un moment aux États-Unis, dans le lycée, parce que ça tournait tout le temps autour de ça. Et puis, je pense que ça me manquait de pas pouvoir aller dans les bars, de pas sortir, même si, tu vois, je te le dis, je bois pas beaucoup, c'est pas du tout mon truc, mais c'était quand même la vie sociale, elle était un peu différente là-bas. Donc, j'avais besoin de rentrer en France. J'avais vraiment besoin, ça commençait à m'étouffer d'être aux États-Unis. J'ai eu besoin de quelques temps avant de digérer tout ça. J'avais besoin de retrouver mes repères et de plus être dépendante de tout le monde, parce que là-bas j'avais pas le droit de conduire, donc ça faisait quand même beaucoup de choses qui me gênaient au final. Donc c'était un choc dans le sens où j'avais besoin de ce retour. J'aurais pas pu enchaîner sur une année en collège, tu vois, enfin à l'université. D'accord. Il m'a fallu, on va dire, 2 ans, parce que j'y suis retournée. Je suis retournée 1 mois après, parce qu'il y avait le mariage de mon frère américain. Je suis tout de suite retournée, mais il m'a fallu 2 ans où je suis retournée avec mon père, ma sœur, pour me dire, ok, là, ça me manque beaucoup. Merde, je vais jamais revivre là. Comment je vais faire? On va dire que le choc pour moi, il est venu plus tard finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai manque. Aujourd'hui, je le dis à mon mec très souvent que j'aimerais qu'on revive une année là-bas avec nos enfants et tout. On n'est pas trop prêt encore à ça, et je pense qu'il n'est pas prêt à l'hiver. Mais moi, je serais prête. Et le choc, il a été dans le bon sens, que je te dis. Au final, il a changé ma vie, mais il a fallu que je le digère. Il a fallu que je digère cette année qui n'avait pas été si... Elle était extraordinaire et difficile. Tu vois, je suis allée voir une psy aux États-Unis parce que je n'étais pas bien. T'étais là-bas.
Ouais. Et c'est marrant, j'ai un rapport aux mots qui est très particulier parce que j'avais aucun souci à aller voir une psy aux US parce que c'était dans une autre langue et que quand tu parles de tes ressentis dans une autre langue, il y a comme un filtre, tu vois, comme une barrière. Ah ouais. Et comme j'ai fait plusieurs séances de psy plus tard, là, récemment, après avoir eu ma fille, et je disais à ma psy que quand je suis en colère, quand je suis pas bien dans ma tête, tout me vient en anglais. Je n'arrive. Et elle m'a dit, c'est comme si vous aviez créé une langue, enfin, c'est ce rapport avec, ce truc un peu doudou, de l'anglais où c'est votre bouée de sauvetage, quoi. Quand ça va pas, vous verbalisez tout en anglais. Et je lui disais, c'est fou, dans ma tête, si je suis énervée contre mon mec ou je suis pas bien, je verbalise en anglais dans ma tête. C'est très bizarre. C'est dingue. D'accord. Et elle m'a expliqué que c'était assez classique, enfin qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient comme ça. Donc oui, c'était une année qui m'a remise en question et qui continue 15 ans après. Et on n'a pas du tout parlé de cet aspect-là, mais sur la maternité, ça a changé ma vie sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et si j'ai créé un podcast, c'est grâce qui s'appelle La Matrescence, c'est grâce à Nan, donc c'est la femme de mon frère américain que je connais depuis 15 ans et qui, quand j'ai eu ma fille, c'est elle qui m'a tout expliqué de A à Z pourquoi j'étais en détresse dans mon postpartum et je lui ai envoyé des mails tous les jours et elle me répondait tous les jours et c'est elle qui m'a fait découvrir le mot la matrescence et elle a accouché 2 fois à la maison et moi je vais accoucher à la maison maintenant parce que j'étais enfin ça fait déjà 1 heure qu'on parle, mais ce qui est incroyable, c'est que ma vie, elle est tellement liée à cette femme. J'ai été là quand elle a eu sa demande en mariage. J'étais là quand elle a trouvé sa robe de mariée. J'étais là à son mariage. J'étais là quand elle a accouché de son premier fils, alors que j'étais pas censée être là. Je suis arrivée 1 mois en avance. Elle a accouché 2 jours après mon arrivée. Enfin, j'ai été là quand son 2e fils il est né. Mais c'est juste fou. Et c'est comme si la distance n'avait rien changé en fait. Rien, on vit à 8000 km d'écart et on se parle très souvent. Et cette femme, donc elle s'appelle Nan, elle a changé ma vie vraiment. Alors que c'est même, tu vois, c'est encore un maillon externe de ma famille américaine puisque c'est la femme de mon frère américain. Ouais. Elle est prof de yoga, c'est elle qui m'a introduit au yoga il y a 15 ans. Enfin bon, bref. Et aujourd'hui, je suis prof de yoga pré- et post-natal. Donc c'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens que les US a changé ma vie, mais dans tellement d'aspects improbables de ma vie. Est-ce qu'il y a 15 ans, j'aurais pu savoir que grâce à elle, j'accoucherai à la maison là dans quelques mois. Enfin bon, bref, c'est fou. Et je pense que les gens, c'est pour ça que quand je parle de ma famille, c'est ma famille et le lien que j'ai avec eux, il est surpuissant, quoi. C'est impressionnant. Écoute, ça fait rêver tout ça. Dis, ça t'a quand même aussi beaucoup ouvert l'esprit au voyage. J'ai vu que t'étais repartie en fait en Erasmus quelques années après. Ouais, alors là, par contre, tu vois, je suis allée voir, j'étais en licence, et j'ai dit à la prof qui gérait les Erasmus, par contre, j'ai passé 1 année à -40, vous me trouvez 1 année au soleil, je refais pas 1 année dans l'hiver. Donc, je suis allée en Erasmus en Espagne à Cadiz, qui est la pointe sud de l'Espagne, en Andalousie, tu peux pas faire plus chaud. Donc, autant en février, aux États-Unis, il fait -40, autant à Cadiz, je me baignais dans l'océan, tu vois, donc oui, c'était ancré en moi que j'allais pas rester là, quoi. Il fallait que je revive une expérience à l'étranger. Je trouve ça. Et moi, je suis frustrée parce que c'était il y a 10 ans, tu vois, cette expérience d'Erasmus, et je ne suis pas retournée vivre à l'étranger depuis 10 ans, à part sur des 3-4 mois, et ça me manque énormément. Mais je suis pas. Je suis en couple avec un homme qui n'a pas du tout la même expérience que moi, donc qui est pas tout à fait aussi chaud que moi pour faire ça. T'as jamais vécu à l'étranger? Non, il était rugbyman professionnel, tu vois, c'était. Il vivait en France, quoi. Ouais. Bon, il a dû voyager par contre. Mais pas beaucoup, non. C'est pas dans son ADN. Non, c'est un sujet délicat entre lui et moi. Non, ça va. Okay. Je ne m'aventure pas sur cette terre. Non. Et je le traîne pas. Mais c'est vrai que ça m'a donné le goût du voyage incroyable. Enfin, après, j'ai fait tellement de choses. Je suis allée 3 semaines en forêt amazonienne en hamac. Enfin, voilà, j'ai vécu 3 mois en Afrique du Sud, j'ai vécu 3 mois au Brésil. Mais j'ai pas refait 1 année et ça. J'espère offrir ça à mes enfants. Donc, dans 10 ans, je fais le pari que je vais réussir à convaincre mon mec, mais on n'y est pas encore. Ah bah écoute, tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. Si tu avais un conseil à donner à la Clémentine de 17-18 ans, ce serait quoi? Profite plus du moment présent. J'ai passé un peu trop de temps, c'était juste l'émergence des skyblogs, donc il y avait un tout petit peu, c'était des mini réseaux sociaux. J'étais obnubilée un peu parce que je ratais, tu vois, cette fear of missing out, tu vois, le FOMO là.
je l'avais à 17-18 ans parce que je voyais tous mes potes français qui sortaient en boîte, qui faisaient... c'est des trucs qui sont pas intéressants en vrai, hein, mais quand t'es ado, c'est ce qui fait un peu ta vie. Ouais. Et j'ai pas assez profité de cette année imprégnée avec ma famille américaine, à profiter des moments intenses. Et je pense que ce serait ça, profite, ça dure qu'un an. C'est dur sur le moment, mais tu regretteras jamais d'avoir vécu cette expérience. Mais bon, je te dis ça là, c'est facile, j'ai 32 ans, je crois qu'à 17 ans, on n'a pas la même façon de voir la vie. Pour finir, la tradition de French Expat, le podcast, c'est qu'à la fin de chaque épisode, notre invité partage 3 lieux authentiques ou 3 expériences à ne surtout pas manquer pour s'imprégner de ta ville d'expatriation, de ce qu'elle a à offrir. Qu'est-ce que ce seraient ces 3 lieux pour toi à Minneapolis ou dans le Minnesota? Alors, le premier, il faut aller sur un lac. Donc, vous avez plusieurs lacs, le lac Calhoun ou le lac Harriet. Allez vous balader autour, c'est à vélo, à pied, peu importe, c'est génial. La deuxième, c'est si vous y allez en plein hiver, au premier de l'an, sur un des lacs, on fait un trou et on peut aller se baigner. Je l'ai pas fait. La pêche sous la glace? Voilà. Non, mais là, c'est même pas la pêche sous la glace. Tu vas sous la glace, tu te trempes dedans. Oh. C'est l'expérience du 1er janvier. Je l'ai pas fait, je l'ai vu faire. Mais t'as 10 000 lacs, donc choisis. Et après, en été, il y a plein de festivals et aller se promener le long du Mississippi parce que c'est magnifique, c'est incroyable. Ça me manque de pas y aller l'été parce que c'est une douceur de vivre que j'ai jamais retrouvée ailleurs, en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ou de l'avoir réécouté si vous aviez déjà découvert une partie de l'histoire de Clémentine il y a quelques années dans le podcast. Et j'adresse bien entendu un grand merci à Clémentine Sarlat pour ce chouette moment dont je garde de très bons souvenirs. Si vous avez passé un aussi bon moment que moi, n'hésitez pas à le faire savoir. Parlez-en autour de vous sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, ou rendez-vous sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcasts ou Spotify en tête, puisque vous pouvez y mettre quelques petites étoiles et même laisser un petit mot. Ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques extraits pour savoir de quoi nous parlerons la semaine prochaine. Un jour, on m'a dit que je manquais d'authenticité. J'étais là, je comprends pas. Mais j'étais là, ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de cliché. Mais la personne, en fait, tous les comptes qu'elle suivait, c'est des comptes où on voit des petits-enfants, des ONG qui posent des photos de petits-enfants. C'est des favelas ou des townships, comme on dit en Afrique. Et j'étais là, genre oui, je pourrais aussi aller faire ce genre de photos, mais je trouverais ça vraiment d'abord indécent. Quel est le message? Genre, bonjour, vous êtes pauvre, est-ce que je peux vous prendre en photo puis la mettre sur Internet pour que les gens voient que vous êtes pauvre? Quel est l'intérêt? Par contre, aller voir une coopérative, ces gens sont pas forcément riches, et montrer le travail, l'artisanat qu'ils font, ça, pour moi, c'est ça, que j'ai envie de promouvoir. Et donc voilà, et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses peuvent changer, c'est quand on vit quelque part, de montrer notre quotidien qui est loin des clichés. Les clichés, on les trouvera toujours. Il y aura toujours des touristes pour aller dégoter le seul enfant sans chaussures dans une assemblée de 50 enfants et faire la photo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée. J'espère que votre été se passe au mieux et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.